on parlait en off des principaux problèmes que rencontrent les responsables marketing et les marketeurs de manière plus générale. Et toi, tu me disais que le problème que tu vois, c'est qu'en fait, ce qu'on pense être la stratégie, c'est qu'un détail de la stratégie. Tu vas vraiment se perdre dans les détails. C'est quoi, toi, ta vision par rapport à ça, quoi? Bah, en fait, le truc, c'est que... tu vois, je l'ai vu encore récemment, c'est-à-dire qu'il y a un marketeur dans une boîte, il m'explique un peu ce qu'il a mis en place et ce qui n'a pas fonctionné. Et en fait, il commence à me parler un peu de sa stratégie LinkedIn. Et donc, en gros, il va me dire, oui, donc je fais tant de posts par mois ou par semaine. Je mets mon lien ici, j'ai publié avec la page, j'ai publié avec le compte perso parce que si, parce que ça. J'ai vu qu'en été, en fait, fallait pas communiquer pareil, parce que j'ai vu une étude et tout. Et en fait, tu vois, il se perd dans tout plein de détails, en fait. Et en fait, il rentre pas vraiment dans le cœur de comment on a plus de conversations avec des gens, parce que c'est ça le but du marketing. En tout cas, dans son cas-là, c'est pareil. Je pense que t'as des boîtes où tu peux vendre tout online, e-commerce, du SaaS éventuellement, ça dépend lesquels, mais éventuellement. Et puis t'en as d'autres, t'as besoin d'avoir un rendez-vous avec des gens. Quand t'es dans le cadre où t'as besoin d'avoir des rendez-vous avec des boîtes, bah en fait la question toute simple du marketing, c'est à quel point tu arrives à engager plus de conversations avec des gens. C'est ça la question fondamentale en fait qu'il y a derrière. Et du coup, typiquement, au lieu en fait, tu vois, il a creusé son sujet juste sur une des cases de la stratégie. Une vraie bonne stratégie LinkedIn, ça peut se résumer en quelques étapes. Tu ajoutes du monde, parce qu'il faut que tu fasses grossir ton audience. Et donc là, tu peux même le faire en gratuit, quoi. Tu cherches un type de métier sur LinkedIn, tu peux mettre un filtre, je pense, au niveau de la ville. Je pense que tu peux le faire en gratuit, ça. Tu peux filtrer au niveau de la ville, ouais. Ouais, voilà, tu cherches, et puis tu ajoutes des gens. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'il faut regarder, et c'est là où les outils d'automatisation deviennent intéressants, c'est que, comme l'Emlist, par exemple, que j'aime bien, tu vois, tu peux mettre ta liste sur un Excel, l'envoyer, et t'ajoutes les gens, et quand les gens sont ajoutés, ensuite t'envoies des messages, tu vois. Ouais. Donc, si tu le fais manuellement, c'est un peu laborieux, mais ça se fait, si t'as pas envie de dépenser d'argent. Et en fait, derrière, t'ajoutes les gens, t'envoies un message une fois qu'ils t'ont accepté, tu publies du contenu. S'ils interagissent, tu renvoies un message après derrière là-dessus. Et c'est comme ça que tu engages des conversations. Et ça, c'est une stratégie. Et on n'a pas besoin de réfléchir 4 ans à la stratégie, tu vois, c'est juste quelques étapes simples, quoi, en fait. Mais si tu le construis pas, tu as juste un bloc de la stratégie et du coup, tu as l'impression que ta stratégie LinkedIn, elle marche pas. Bah ouais, elle marche pas parce qu'en fait, tu t'es construit sur un bloc au lieu de dire, OK, les 4 blocs principaux, ajouter du monde, envoyer un premier message pour se présenter ou autre, message qui soit pas trop chiant, évidemment. Publier du contenu et relancer après des conversations avec d'autres gens, ça, c'est le cœur de ta stratégie. C'est tout simple, n'importe qui peut le comprendre, mais si tu le fais pas, t'auras pas de conversation, quoi. Bah oui, parce qu'il y a un écart monstrueux entre la stratégie, en théorie, et l'implémentation de cette stratégie. Petite pause pour vous présenter rapidement marketeur full stack. Un marketeur full stack, c'est un métier qui vaut cher sur le marché parce que les compétences d'un marketeur full stack, elles sont désespérément recherchées par toutes les entreprises. C'est une super opportunité de se démarquer si vous êtes déjà dans les métiers du marketing et de la communication, surtout à une ère où il y a de plus en plus de freelance et des IA toujours plus avancées. Comme le métier est encore peu connu, on vous a créé une vidéo complète pour vous le présenter en détail. Si ça vous parle, cliquez dans le premier lien en description de la vidéo. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup aussi de marketeurs qui se cachent derrière des grandes stratégies, tu vois, des grands objectifs, on va mettre tout ça en place, on va vouloir créer un beau branding, tout ça, simplement pour masquer leur inefficacité ou pour peut-être parce qu'ils ont peur d'affronter les vraies problématiques désolé de le dire comme ça, mais se sortir les doigts et d'aller contacter des gens et tu vois, En fait, je pense que le problème, c'est qu'on est pile un peu à la frontière où tu fais du marketing, tu fais du sales. Se contacter des gens, techniquement, et obtenir des rendez-vous, c'est des tâches sales. Alors que faire du contenu, du branding, etc., c'est des tâches de marketing. Tout à fait. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'être un marketeur full stack, ce dont on parle sur marketeur full stack, c'est un peu d'avoir un peu ces deux casquettes et mettre son nez. À la fois, on est bon sur ces tâches marketing, mais il faut mettre son nez dans la partie sales. Parce que c'est comme ça que tu as des résultats, en fait. Parce que les sales, ils ont toutes les infos dont tu as besoin pour avancer. J'aime bien toujours cette métaphore un peu, c'est comme dans les sports collectifs, c'est-à-dire que le market fait la passe au service sales, tu vois. Ouais, fait les passes décisives. Donc, ouais, mais en même temps, comment tu définis les zones de jeu? Parce que le marketing, c'est aussi, tu vas aussi envoyer des leads qualifiés. Donc, les leads qualifiés, tu les qualifies comment? Parfois à travers des messages. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que je pense que les marketeurs, ils peuvent travailler un peu ce côté message. Parce qu'en fait, il faut que tu le testes ton message.
Enfin, on reçoit tous des messages super pourris sur LinkedIn ou des call mails, j'en peux plus, moi. Tu reçois trop de trucs, vraiment, c'est pas intéressant, ou alors c'est super long. Enfin, tu vois, il faut adapter un peu le message. Je pense que les marketeurs, ils peuvent avoir un peu cette vibe-là, à condition qu'ils discutent avec les sales pour trouver un peu les points d'accroche. Il y a une différence entre, de toute façon, accrocher l'attention des gens. Pour moi, ça, c'est un travail presque... c'est vraiment un travail marketing, finalement. Bien sûr. Et le travail commercial qui va plus être poser des rendez-vous, vendre, ce genre de choses, quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils doivent travailler un peu main dans la main, parce qu'en fait, tu as besoin d'ajouter des gens, il faut que ce soit les bonnes personnes, parce que si tu as des rendez-vous avec des gens pas intéressants, c'est pas fou. Faut que tu testes des messages, parce que si tu n'envoies qu'un seul message, tu dis ça marche pas, les gens me répondent pas, bah ouais, mais si tu as testé qu'un seul message, il faut que tu testes des choses un peu radicalement différentes, quoi, tu vois, sinon tu vas pas trop savoir un peu ce qui va accrocher l'attention. Ça peut être des choses plus friendly, ça peut être des choses plus corpo, ça peut être dire ouais bonjour, je vous ajoute, moi je fais telle chose, je sais pas si ça peut vous intéresser, tu vois, t'as ce genre d'éléments. Et puis après, les posts, ça tu déroules, il faut que tu aies les problématiques un peu des différentes personnes. Donc la création de contenu, ouais. Création de contenu, clairement. Et après, en fait, tu vois, par exemple, tu as plein de types de posts. Si on prend LinkedIn, tu peux faire, tu sais, les contenus lead magnet, contenu compte commentaire. Tu proposes un contenu, tu dis voilà, j'ai bossé sur telle chose, voilà à quoi ça ressemble. Si vous le voulez, vous mettez un commentaire, je vous l'envoie par message privé. T'avais pas un post qui avait cartonné sur LinkedIn en faisant ça, justement? J'ai fait 200 000 vues sur. Wow. C'était un petit moment. Donc ça, c'est pas pareil, hein, quand même. La méta LinkedIn, c'est un peu différente. Aujourd'hui, faire 200 000 vues, c'est quand même beaucoup plus chaud qu'avant. Mais t'avais reçu tellement de messages que tu galérais à envoyer le fameux lead magnet aux gens, quoi. Ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Et en fait, je n'avais pas l'expérience que j'ai maintenant. Et du coup, niveau commercial, je n'avais pas bien suivi. Mais ouais, j'avais eu 300 commentaires, quelque chose comme ça. Donc après, il faut réussir à les gérer. Mais n'empêche que si tu arrives à faire un coup comme ça, si derrière, tu as la structure commerciale pour suivre, tu trouves des clients, quoi, tu vois, là-dedans. Ouais. Et là, tu as quelque chose d'intéressant parce que tu as un prétexte pour contacter les gens. Et tu peux démarrer des discussions. Ou les rentrer dans ta base mail pour ensuite les mailer. Tu vois, enfin, tu as plein de possibilités là-dessus. Mais en fait, on en revient toujours à la question principale, c'est quand tu démarres plus de conversations. Et le contenu peut être une réponse, mais il faut envoyer les messages à un moment donné. C'est ça. Et le marketeur, souvent, des fois, il s'isole. Ouais. Il veut faire son truc, il va apporter du résultat ou autre. Des fois, c'est un peu décrié par les commerciaux, parce que quand tu as quelqu'un en marketing qui a du mal à apporter de la performance ou à prouver la performance qu'il apporte, et qu'il a du mal à montrer la valeur qu'il peut donner aux commerciaux, forcément, les commerciaux, des fois, j'ai déjà vu des cas où ils dénigraient un peu le côté marketing. Okay. Et donc, il faut essayer de créer du lien et des intérêts communs. Si tu montres aux commerciaux que, tu peux les aider à avoir plus de clients, ils peuvent avoir plus de commissions. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire en tout cas plus de rendez-vous qualifiés et donc plus de clients. Tout à fait. Donc, ils ont des meilleures commissions. Donc, ils gagnent plus d'argent. Intérêt commun numéro 1. 2, si tu fais du contenu et que tu expliques aux commerciaux comment utiliser ce contenu, et tes commerciaux, ils vont être capables derrière de les utiliser pour convertir mieux, quoi. Donc mais c'est un... Comment c'est quoi toi ton réflexe, tu vois, quand tu arrives dans une boîte comme ça, que ce soit en tant que prestataire ou quand tu as pu même bosser dans des boîtes au service marketing, c'est quoi la première question que tu te poses, tu vois, quand tu es élitroyé un petit peu, pas élitroyé, mais parachuté au milieu. Ouais, voilà. J'essaie de comprendre tout ce qui se passe, en fait. En fait, alors ça dépend du temps que tu as de dispo. Par exemple, dans mon expérience salariée à mi-temps là, chez BMSP, je suis arrivé, j'ai parlé avec tout le monde. J'ai pris un point avec tout le monde, même à la partie un peu admin, tu vois. Ouais. Ça me permet de comprendre un peu quelle est leur vision des choses, surtout que BMSP, c'est une boîte où il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de choses et tout. Donc, tu vois, quand tu vends plus de 40 produits différents, c'est compliqué, hein. Ils ont tous des façons de facturer différentes. Tu as certains que tu factures à utilisateur, d'autres tu factures... Enfin, tu as plein de choses différentes à comprendre. C'est assez complexe. Tu as des outils pour les boîtes en tant que telles, tu as des outils que les boîtes à lesquelles tu vends va revendre. Enfin, tu vois, tu as plein de choses différentes. T'en as qui vont coûter 300 € par mois, d'autres qui vont coûter 15 balles par mois. Enfin, tu vois, c'est très complexe en fait là-dessus. Mais tu discutes un peu avec tout le monde et tu essaies de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les points de blocage et les goulots d'étranglement. Et moi, je réfléchis toujours en tunnel de vente, en acquisition là-dessus. Comment les gens ils arrivent, comment ils deviennent clients. Et puis, en fait, où est-ce que ça coince ? Et tu vois, très souvent, en fait, je remarque que tu as l'impression d'avoir des problèmes commerciaux à vendre. En fait, ton problème, c'est que tu n'as peut-être pas assez de volume. Si tu avais plus de volume, tu peux, si tu arrives à ouvrir les vannes beaucoup plus fortement, tu auras plus de ventes à la fin, in fine, quoi. Après, ça se gère, tu vois, il y a plein de cas différents. Tu as pas mal de boîtes pour lesquelles je travaille en ce moment dans l'informatique, ils peuvent pas avoir trop de clients d'un coup. S'ils ont un ou deux clients en même temps, ça peut
vite poser problème si tu leur commences à leur donner 5, 10 clients d'un coup, ça met toutes les équipes sous l'eau. Donc tout le monde a des besoins un peu différents, il faut comprendre les enjeux, comment ça se passe, parce qu'il suffit pas, faut livrer quoi, le client. Quoi. Oui. Si tu promets 10 clients à quelqu'un qui peut en avoir qu'un ou deux à la fois, quel est l'intérêt quoi, tu vois. Et donc tu essaies de comprendre comment les choses fonctionnent et tu essaies de savoir sur quoi tu peux agir, quels sont les quick wins que tu peux faire, le truc que tu peux mettre en place, genre franchement en 1 heure de travail, c'est fait quoi. Ok. Tu vois, l'autre jour je discutais avec quelqu'un, alors il avait un système que j'avais jamais vu. En fait, il proposait ce qu'on un challenge. Et en gros, pour s'inscrire au challenge, tu devais prendre rendez-vous. Donc il forçait le fait d'avoir un rendez-vous avec lui, un rendez-vous commercial. Ça marchait super bien, il avait des rendez-vous pour 15-20 balles, quoi. J'ai rarement vu ça, quoi. En automatique, hein. Et le problème, c'est qu'il avait trop de rendez-vous inutiles. Mais du coup, en fait, c'est un bon problème. C'est-à-dire que du coup, ton goulot d'étranglement, il n'est pas sur le volume que tu as, il est sur après, en fait. Donc, en fait, peut-être que là, tu peux mettre des questions pour qualifier, et tu vires tous les mauvais rendez-vous, et tu essaies de garder les premiers et les mauvais, tu les envoies vers un autre chemin, etc. Et après, tu complexifies un peu. Au début, tu dois faire des choses très simples. Et la plupart des gens, ils font des choses très compliquées. Ils n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent. Et en fait, tu dis, en fait, on fout tout la poubelle et on part étape 1, étape 2, étape 3. Ça marche très bien, quoi. Tu peux faire des super boîtes juste comme ça, en fait. Autre exemple que j'avais, c'est qu'à un moment, tu as un service admin qui est sous l'eau pendant 10 jours au début du mois parce qu'ils doivent tout facturer à fond. Bah, ok, il ne faut pas organiser d'events durant ces 10 premiers jours parce que sinon, on rajoute encore plus de boulot s'il y a des commandes, des ventes, etc. Bah, tu le prends un peu en compte. Tu peux pas forcément le faire parfaitement tout le temps parce que bah après tu sais entre les vacances, qui est dispo, qui est pas dispo, tout machin, mais tu le prends quand même en compte parce que du coup tes différents services de la boîte où t'es, bah ils ont chacun des problèmes et il faut que tu te crées des alliés dans ta boîte. Il faut surtout pas se créer d'ennemis dans la boîte. Et souvent c'est enfin nous on l'a vu, hein, on a bossé avec des boîtes où les marketeurs sont ultra dénigrés quoi. Ouais, c'est un peu les moutons noirs de la boîte. Parce que les gens comprennent pas ce qu'ils font, ils ont l'impression qu'ils sont payés à rien faire, comme ils disent, là où les commerciaux sur la web, moi je passe des appels, c'est dur, j'ai des refus. Et c'est vrai, tout ça est vrai. C'est difficile comme boulot quand tu passes beaucoup d'appels, tu te fais beaucoup rejeter, etc. Et du coup, mais en même temps, le marketing, eux, ils sont frustrés parce que tu vois, il y a des problèmes de communication et tout ça. Il faut vraiment agir là-dessus, il faut vraiment. C'est presque l'un des premiers goulots d'étranglement à réduire avant même de réfléchir à quoi que ce soit. Si tu as une différence entre ton équipe commerciale et ton équipe marketing, tu vas pas aller très loin en fait, hein. Tu vas avoir beaucoup de problèmes à avancer quoi. Et alors du coup, est-ce que tu dirais que ça vient d'un manque de responsabilisation ou manque de communication de l'équipe marketing au sein de la boîte? Tu penses que la faute vient plus de... Enfin la responsabilité en tout cas vient plus de quel côté? Je pense pas que elle vienne forcément d'un côté ou de l'autre, mais c'est un... Bah, déjà clairement il y a la responsabilité elle est sur le management. La personne qui manage, elle est censée gérer ce genre de problème. C'est pour ça qu'elle manage, tu vois. Donc la personne qui est en charge de gérer ça, c'est à elle de prendre cette casquette, de dire comment je crée des intérêts en commun. Et après, tous les marketeurs qui nous regardent, qui ont envie d'être dans cette démarche là-dessus, ils doivent devenir proactifs sur le fait d'aller parler aux sales, de comprendre leurs problématiques, de comprendre leur quotidien, de s'asseoir à côté d'eux pendant les calls, de comprendre tout ça un peu, de se mettre dans la peau finalement des personnes avec qui ils vont bosser un peu au quotidien, quoi. Et ça, il faut prendre ce temps. On a l'impression de perdre un peu du temps au début, mais je pense que c'est essentiel parce que tu comprends mieux le quotidien des gens, tu comprends mieux les attentes. Quand tu écoutes des appels de vente, tu comprends les objections qui sont posées, les questions qui sont posées, etc. Tu peux en faire du contenu, ça te donne plein d'idées. C'est pas du tout du temps perdu, quoi. Ça va te donner plein d'idées parce que les commerciaux sont avec les clients sur le terrain. Et souvent, ce qui fait que ça marche pas, c'est que le marketing, il invente un peu des choses, quoi. Tu vois, certes, il a en tête un peu son avatar client, etc. Mais derrière, il va un peu inventer des choses sur, qu'est-ce que sont les messages que je dois dire, etc. Un peu déconnecté de la réalité parfois du terrain. Et c'est pour ça que souvent ça marche pas. C'est que des fois, on fait des messages qui sont trop larges, qui veulent pas dire grand-chose. Alors il suffit que tu prennes une objection de quelqu'un, que tu la traites, t'en fais un contenu, hyper utile. Et même le commercial, derrière, il dit, ok, t'as cette objection, c'est difficile pour moi de te l'expliquer en 5 minutes, on a fait une vidéo, va la voir, quoi. Ça marche super bien. Et les commerciaux sont super contents d'avoir ça. Tu leur simplifies le travail de vente. Donc ils ont des commissions plus facilement, etc., etc. Tu vois. Et ils peuvent se concentrer sur vraiment là où ils sont forts, quoi. Tu vois. Et donc tout le monde est content, tout le monde est gagnant. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un syndrome du marketing sexy aussi, tu vois, au service marketing, de vouloir faire, encore une fois, un beau branding, tu vois, des jolis visuels, faire des trucs stylés, tu vois, le grand message à la Apple ou ce que sais-je, plutôt que de faire des choses qui sont peut-être moins sexy, mais qui sont très terre à terre et qui vont répondre
vraies problématiques. Ouais. Enfin, tu vois, alors que c'est la première chose qu'on voit en marketing, c'est quel est le problème du client et comment j'y réponds, comment je propose ma solution de la meilleure manière. Bah, il y a un peu une guerre entre les deux souvent. Ouais. Tu vois, moi j'ai beaucoup de gens qui bossent à la perf. Des fois, ils vont te dire ouais, moi je fais des trucs moches, bourrins et ça marche, tu vois. Mhm. Et à chaque fois que je mets du design, ça marche pas. Et puis t'en as d'autres, ils vont être outrés quand ils vont voir ce que les uns font. Ils vont se dire ah ouais, mais ça n'a pas du tout Mhm. le message qu'on voulait faire, le fond, enfin l'angle, comment dire. L'angle marketing est bon pour vendre, Mhm. mais l'ADN de la boîte, les Ouais. valeurs, ce genre de choses, elles sont complètement mises à la trappe. Ok. La charte n'est pas respectée. Enfin, toi, t'as un peu cette dualité un peu Ouais. là-dessus. En fait, la réponse, elle est un peu entre les deux. Je pense que dans un premier temps, il faut aller chercher de la performance. Si ta boîte, elle n'a pas de canal d'acquisition de prospects très clair, en fait, et que tu vas pas chercher de la performance, c'est que tu as un problème. Et souvent, c'est le souci, c'est qu'en fait, quand on fait du marketing, les gens qui recrutent des gens en marketing, ils ne sont pas forcément des marketeurs, quoi, tu vois. Et donc, du coup, ils n'ont pas trop conscience du métier et ce dont ils ont besoin. Et souvent, ils vont aller prendre des gens pour faire du branding. Donc, des gens qui sont spécialisés là-dedans ou qui ont beaucoup d'expérience un peu dans le sujet. Ou alors des stagiaires ou alternants en marketing en disant ça va aller. Alors qu'en fait, ils doivent aller chercher de la performance en premier. Ouais. Parce que la performance va alimenter derrière le fait de pouvoir faire du branding et va renforcer, le branding va renforcer la performance. Ok. Mais il faut commencer par la performance parce que si tu fais juste du branding, bah, tu vas publier, faire des trucs et tout machin. Mais derrière, tu vas Avec pas très peu pouvoir de mesurer. résultats. Bah, Ouais. Au moins, aller chercher de la performance, parce qu'à court terme, tu rends ta boîte viable. Déjà, tu développes la trésorerie. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui sont T'as un canal très terre à terre dans prédictif un d'acquisition, business. Ouais, ça a c'est une valeur de fou pour une Ouais, boîte de ouais, se dire ouais. bah, combien je dépense et combien j'ai de clients à la Ouais. fin et combien me coûte un client. T'imagines, ces données, si tu les as pas aujourd'hui, bah, c'est qu'il y a t'as un vrai problème en fait sur cette partie acquisition. Ouais. Et si tu arrives à le régler, demain, ça change tout. Parce que tu peux te projeter et après, faut pas jurer que par la performance. Ça aussi, je le vois tout le temps, c'est qu'à l'inverse, tu as des gens qui jurent que par la performance, qui négligent complètement le branding. Bien À sûr. un moment donné, tu as un plafond, c'est comme tout, Ouais, tu ok. vois. Mais ouais, et j'ai beaucoup réfléchi à cette question, pourquoi il y a beaucoup de marketeurs qui sont très accrochés sur la partie visuelle, design, faire du marketing un peu sexy, comme tu le dis. Mhm. En fait, les écoles de marketing, de manière générale, elles ne te forment pas à la performance, elles te forment au branding. Ouais. Pourquoi ? Parce que la performance, ça s'apprend sur le terrain. La performance, ça s'apprend dans la douleur, quoi. C'est-à-dire que tu apprends, tu testes du budget, tu crames du budget, tu testes des choses qui ne marchent pas. Il faut que la boîte ou l'employeur ou la personne avec qui tu travailles, elle soit OK de faire ses dépenses et de potentiellement rien avoir dès le début. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, c'est plus tangible pour eux, mais la plupart des boîtes préfèrent dépenser beaucoup d'argent pour rien, entre guillemets, dans du branding, des posts, des trucs ils ont l'impression que c'est plus tangible, versus dépenser du budget pub pour apprendre des choses, mais pas forcément avoir des résultats tout de suite. Alors que tu as besoin d'apprendre des choses sur ton marché, qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui plaît, etc. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est super important, quoi. Ouais. Mais on a cette tendance à se dire, bah, c'est moins concret, on va dépenser l'argent, c'est pas trop où on va, etc. C'est pas très clair pour les gens. Là où des boulots, on va dire, de créer des posts, créer des contenus, etc., bah, ça semble beaucoup plus clair. Alors que, bon, t'as pas vraiment la même performance entre les deux, quoi. Ouais. Je me permets de revenir sur ce que tu as dit juste avant vis-à-vis de la pub, en précisant que ça permettait de mieux comprendre son marché. Ouais. Ça, c'est un truc dont on parle jamais, on n'entend jamais parler de, tu vois, investir du budget pour aussi rectifier son message, etc. Quoi, parce qu'on se dit, bah, la pub, ça y est, ça marche, j'imprime de l'argent. Et il y a un peu ce truc noir ou blanc, c'est soit je fail, soit je réussis. C'est vrai. Alors qu'en réalité, c'est vrai que j'apprends aussi, tu vois. T'as deux types de boîtes. T'as celles qui crament tout leur budget pub et qui veulent plus jamais entendre parler. Et puis t'as ceux qui commencent à avoir des résultats avec la pub et qui se disent, ok, comment une boîte peut faire sans pub, quoi, tu vois. Moi, j'étais de la team contenu pendant des années. Et le jour où on a commencé à faire de la pub, je me suis dit, wow, putain, mais en fait, on paye, on est vu. Donc si on fait les bons contenus, ça cartonne, en fait. Et pour moi, c'était une révélation parce que être vu en organique et tout, bah, c'est beaucoup d'essais, beaucoup de ratés. Quand tu fais des vidéos YouTube, par exemple, tu vas bosser comme un fou, quoi, pour faire une vidéo et te la sortir. Et tu vas le faire régulièrement. Et tu as peut-être une vidéo sur 6 qui marche bien, tu vois. Donc c'est un peu ingrat, en fait. Ouais. Alors que la pub, bah, tu as des infos instantanément sur les messages que tu proposes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours revenir un peu au fondamental sur la pub, elle te permet de tester des messages. T'es pas obligé de mettre 2000 balles de pub. T'as des gens, ils mettent 5000 balles sur leur page d'accueil. Ça sert absolument à rien, tu vois. Au contraire, il faut que tu mettes... tu vois, moi, je fais tout le temps des petits tests. 100 €. Tac, 100 €. Ok, je sais quels sont les messages qui fonctionnent le mieux. Je sais comment j'avance sur le tel truc.
Quelque chose qui marche bien, je vais le répliquer. Quelque chose qui marche pas, bah, je le note, je l'enlève et je le fais plus. Et en fait, tu as des infos directes, quoi. Et on n'est pas à chipoter de dire, ah oui, machin, tu vois, à réfléchir 50 ans sur quelle phrase, quel contenu, quel wording, etc., faire 3 allers-retours, etc. Non, en fait, tu prends tes contenus, tu les fais, t'en fais le plus vite, enfin, t'en fais pas mal assez rapidement, tu le lances en pub, t'as des retours en 24 heures, quoi. Ouais. Ça me fait penser un peu j'adore les métaphores, hein, mais au fast pass dans les parcs d'attractions, tu vois. C'est tu payes plus cher, mais tu vas tout de suite tester les trains fantômes ou les loopings que t'aimes bien ou que t'aimes pas, tu vois. Bah ouais, là, c'est un peu pareil, en fait. Tu payes pour passer devant tout le monde, c'est ça, hein, la publicité aussi, et pour être tout de suite visible. C'est ça. Et ça ment pas, quoi. Donc, ouais, t'es vite fixé. En fait, quand tu testes ces messages, il faut être très méthodique, par contre. Parce que, en fait, tu peux te retrouver, tu vois, à tester plein de trucs de manière très désordonnée. Quand tu commences à passer par le canal pub, il faut que tu sois extrêmement méthodique sur qu'est-ce que tu testes, comment tu le testes, comment tu attends d'avoir la bonne stat pour savoir si ça fonctionne ou pas. Voilà, puis après, c'est du flair un peu que tu vas développer avec le temps, tu vois. Mais c'est très important d'être méthodique, sinon tu pars dans tous les sens. Yes. Bon, alors la question, Seb. Si maintenant, t'es parachuté dans une boîte, peu importe. Et pas électroyé cette fois. Ouais, pas électroyé cette fois-ci. T'es parachuté dans une boîte, au beau milieu du service marketing, Enfin, ça se passe pas très bien, hein, dans la boîte. Par où tu commences? C'est toi le nouveau CMO. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ça dépend un peu du type de boîte. On parle de quoi? Une boîte avec des commerciaux? Une boîte avec des commerciaux. On a besoin de rendez-vous, par exemple, quelque chose comme ça. Ok. Bah déjà, en fait, je discute déjà. Je prends du temps avec le CEO. Je veux sa vision un peu des choses. Qu'est-ce qu'il veut faire? Où est-ce qu'il veut aller? Comprendre un petit peu les chiffres, les choses comme ça. S'il y a déjà de la data. C'est très inégal, en fait. Tu as des boîtes qui ont vraiment une culture déjà data très développée. Tu en as qui essaient de le faire, mais qui galèrent parce que c'est pas un sujet facile. Tu en as qui ont plein de produits, d'autres qui sont monoproduits. Ouais. Ça dépend de pas mal de paramètres. Bien sûr. Mais donc, première chose, c'est d'abord, tu vas parler au CEO. Tu parles à tout le monde. Tu parles à tout le monde. Après, tu vas parler au marketing. Tu vas parler aux commerciaux. Tu essaies de comprendre ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a marché par le passé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont marché? Comment ils ont leurs clients actuellement aussi? Tu essaies de prendre un peu toutes ces informations-là. Après, clairement, la plupart du temps, le marketing et les tunnels qui sont faits, c'est rare que ça marche bien, tu vois. Alors, tu as certaines boîtes, c'est pas le cas, évidemment, tu as des boîtes qui s'en sortent très très bien, mais finalement, elles sont assez rares, en fait. Hein. Il n'y en a pas tant que ça, je trouve. J'ai pas vu tant de boîtes que ça où elles me disent, bah voilà, on a de l'acquisition à fond, ça tourne à fond, etc., etc. Souvent, les boîtes qui tournent déjà bien, elles vont avoir des paliers, des plafonds de verre un peu, et elles se disent bah, comment je peux aller chercher plus de monde, plus de volume, etc. Mais la plupart des boîtes, en fait, pas mal de bouche à oreille, des fois quelques canaux qui peuvent bien fonctionner pendant un moment, mais pas forcément ultra prédictifs, ou alors un peu d'organique qui marche, mais derrière, ils ont du mal à avancer, ou alors un peu de pub qui marche, mais c'est pas très optimisé. Donc en fait, tu regardes, en fait, tu essaies de mapper tout le chemin de vente. S'il y a beaucoup de produits, il faut que tu te concentres. Qu'est-ce qui peut avoir le plus d'impact? Qu'est-ce qui est le plus rentable? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Et puis après, en fait, tu te concentres un petit peu dessus, quoi. Tu refais un peu toutes les étapes. Tu essaies de trouver les chiffres s'il y en a. Tu essaies de regarder un peu le passif. S'ils ont fait de la pub, par exemple, tu essaies d'accéder au business manager. Tu regardes un peu les chiffres, le nombre de leads, le budget dépensé. Tu regardes leur créa. Alors ça c'est un truc aussi qui est important, je pense. Souvent, les gens, je commence à avoir de plus en plus le cas de personnes qui m'ont dit on a tout essayé. On a fait appel à des équipes growth, etc. On a payé ça super cher et tout. Ouais. Ils nous ont testé tous nos canaux. Ça, c'est une offre, tu vois, qui est pas mal développée maintenant. C'est on teste tous tes canaux d'acquisition et on te fait un rapport et tout. Promesse trop bien. Pour 50 000 €, ils ont tout testé. Ils sont partis maintenant. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est tellement des missions courtes que tu n'as pas le temps de vraiment comprendre fondamentalement ton client, le marché. Enfin, moi, il me faut quand même 2-3 mois avant de commencer à avoir vraiment des résultats tangibles parce que le temps que tu comprennes ton client, le marché, des fois, tu as des marchés qui sont plus ou moins complexes. Tu vois, il y a pas mal de subtilités parfois à comprendre. Il faut un petit peu de temps, quoi. Et eux, ils n'ont pas vraiment ce temps d'appropriation. Ils enchaînent un petit peu. Il y a plein de freelances différents et tout. Donc, la promesse est cool parce qu'ils testent plein de choses. Mais dès que tu es sur des sujets un peu plus touchy, un peu plus complexes, tu fais pas les bons messages. Parce que tu n'as pas les bonnes infos, tu prends pas le temps de les choper et tout. Et donc, vu que tu fais pas les bons messages, tu as beau faire tout ce que tu veux, ça fonctionne pas. Et souvent, les gens, ils ont l'impression que, ok, j'ai testé LinkedIn, ça n'a pas marché. J'ai testé la pub, ça n'a pas marché. J'ai fait du contenu, ça n'a pas marché. Mais en fait, tout marche. C'est juste qu'il faut le faire de la bonne façon et trouver la bonne partition pour toi. Voilà. Et donc, il faut trouver les bons messages.
Et ça, c'est fondamentalement du marketing à la racine, quoi. Comment tu angles les sujets, comment tu trouves vraiment la bonne façon de parler de ce que tu fais et que ça parle vraiment à tes prospects. Oui. Et ça, c'est du vrai marketing de fond, ce qu'on devrait faire et qu'on devrait nous apprendre à la base. Mais ça demande beaucoup d'efforts de comprendre, de faire ce travail, de comprendre ça. Moi, il m'a fallu des années avant de bien le maîtriser. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à peu près n'importe quel sujet, j'arrive à le gérer. Tu vois. Et alors, donc, tu parlais des créations visuelles en particulier, dans le cadre des ads, des publicités. Ouais. Et qu'est-ce que tu remarques, du coup, qu'elles ne sont pas forcément si bien que ça? Enfin, tu sais, quand ils disent Oui. on n'a pas de résultat, En fait, c'est quoi qui pêche le plus encore une fois, c'est un problème de tunnel souvent la plupart du temps et tout est lié. C'est-à-dire qu'en fait, les ads sont pas bonnes. Donc, soit c'est un visuel parce qu'on s'est dit on va faire une image, ça sera plus simple. Clairement, t'as des visuels qui marchent bien encore. Hein, je dis pas que ça marche pas, mais la vidéo prend quand même beaucoup le pas. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à faire des visuels qui fonctionnent. Je fais plus des vidéos qui fonctionnent très bien, ça on y arrive très bien. Mais des visuels qui fonctionnent juste image statique, je trouve que c'est difficile. En tout cas en 2025. Alors, on parle, c'était différent avant. Oui, voilà, avant ça se faisait plus, mais c'est vrai que la vidéo ça marche quand même bien, quoi. En fait, de base, l'angle choisi pose problème, tu le vois instantanément. Okay. C'est-à-dire que quelqu'un monte son tunnel, il commence à montrer les arguments qu'il a choisi et tout, je le vois instantanément, je me dis, ça veut rien dire ce que tu as écrit. Tu vois, ou alors c'est trop vague, c'est trop vaste, tu vois, et si vous implémentiez ça dans votre business, etc. Enfin, c'est très vague, très vaste. Ça manque c'est pas assez spécifique. Ouais, souvent, et ça ne parle qu'à eux-mêmes, en fait. Ouais. Moi, le mot-clé que je retiens un peu de toute notre conversation, là, c'est itération. Parce que finalement, c'est ça, c'est un peu genre, soit ça marche pas, alors qu'en réalité, et on le voit d'ailleurs si je dézoome même au-delà du marketing, hein, dans tout compartiment de la vie de tout un chacun, c'est souvent des itérations. Tu vas trouver les exercices de sport qui vont nous permettre de nous muscler, donner des résultats, je sais pas, améliorer ses relations sociales, etc. En fait, c'est beaucoup de petites victoires, c'est beaucoup d'itérations et se dire, ok, ça c'est peut-être pas pour moi, attends, je vais retester, ok, je vais changer un peu mon fusil d'épaule, un petit peu l'angle. Et c'est que ça la vie en réalité. Et c'est vrai que même moi je le vois, tu vois, dans mon activité, tu vois, le fait de pivoter, de trouver la bonne offre, ça prend du temps. Et même quand sur le papier tu as la bonne offre et tout le monde te dit oh, c'est trop cool, voilà, je serais prêt à investir pour une conversation qui va me permettre d'avoir des dizaines de contenus et d'être présent. Entre ce que les gens disent et le passage à l'action, c'est là qu'il va y avoir tous les éléments de les éléments de réassurance, comment je vais montrer que ça marche, tu vois, les premiers clients que j'ai eus, comment ça fonctionne. Tu vois, mes prix, tu vois, comment la structure de prestation, de prix, de service est foutue. Enfin, tous ces éléments-là, tous ces détails vont huiler la machine et faire en sorte que ce soit un no-brainer pour la personne, tu vois. Mais ça prend du temps. En fait, c'est très intéressant. C'est que des itérations en réalité. Parce que je pourrais très bien. Il y a plein d'endroits où j'aurais pu me décourager avant. Clairement. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, toi, tu es exactement dans ce cas-là où qu'on a tous, c'est que le goulot d'étranglement, il se déplace. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu arrives à accrocher l'attention beaucoup plus qu'avant. Ouais. C'est-à-dire que tu as fait sauter un goulot d'étranglement. Ouais. Maintenant, ton goulot d'étranglement, il est à 2 niveaux. Un, parler à plus de monde. Mais oui. Parce que du coup, statistiquement, tu as plus de chances de signer. Et 2, en fait, peut-être sur la façon de faire ton closing, donc de gérer tes conversations de vente, ou ta façon d'annoncer ton offre, ou ta façon de pricer, ton goulot d'étranglement, il est probablement par là, tu vois. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs endroits pour le coup, mais effectivement, ces deux-là sont. Ouais, mais en tout cas, à l'instant T de ce que je regarde, l'eau, elle coince ici. C'est-à-dire que tu as un peu de goutte à goutte. Tu pourrais mettre un robinet plus fort à l'entrée et donc essayer d'avoir plus de monde avec qui tu parles. Voilà, soit avec de la pub, soit avec du contenu, enfin pas mal de possibilités. Et puis derrière, c'est la façon un peu de comment tu vas closer derrière, présenter tes prix, etc. Ouais. Et dès que ça, tu leur as fait sauter, après, ça va être plus des coups d'étranglement sur la livraison. Exactement. C'est comment je délègue après c'est ça. La captation, le montage, comment je bosse avec une équipe de plus en plus pour huiler encore plus tout ça. Mais c'est en fait, c'est énormément d'itérations et il faut être sur le terrain. Et c'était un peu le point de départ de notre conversation. C'était, qu'est-ce que tu ferais si, encore une fois, on te dropait comme ça dans une boîte là où effectivement souvent les marketeurs ont tendance à être très dans la théorie ou un peu dans leur petite bulle, tu vois. Donc tu m'as dit, donc allez parler à tout le monde, regarder un peu ce qui se fait en termes de la vision, comprendre les métriques, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et en fait trouver les points bloquants, c'est ça. Ouais. Et après tu vas peut-être aller chercher des quick wins. Je vais chercher des quick wins s'il y a des choses qui marchent déjà. Par exemple, je te donnais l'exemple tout à l'heure du gars qui avait son challenge et qui prenait des rendez-vous tout de suite. Trop de rendez-vous pas qualifiés, quick win, tu fais une question de plus dans ton formulaire qui qualifie ou disqualifie les gens.
franchement, tu as réglé déjà un énorme problème parce que tu n'as que des calls bien mieux maintenant, tu vois. Ça prend 5 minutes, tu vois. En 5 minutes, tu peux régler un problème qui... Enfin, le gars, il était en souffrance, quoi, tu vois. Et il était là, ah ouais, j'ai trop de Juste rendez-vous en et tout ajoutant le une temps. question, quoi. T'ajoutes une question, c'est fini, tu vois. Donc, il faut être très pragmatique là-dessus. Il faut être très précis, chirurgical sur les actions que tu mènes. Mais il faut vraiment voir la stratégie dans son ensemble parce que ce qui vend, c'est la cohérence du début à la fin. Et tu peux faire tout ce que tu veux, mettre toutes les techniques que tu veux, publier autant que tu veux. Si ce que tu racontes n'intéresse pas les gens, Bah oui. ça ne marchera pas. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas entendre parce que ça veut dire tout refaire, concrètement. Parce que si tu as fait tout ton tunnel, toutes tes petites landing pages, machin et tout, et qu'à la fin, ça n'intéresse pas les gens, bah en fait, faut que tu repartes à zéro, quoi, tu vois. Tu brûles le truc et tu repars à zéro. C'est relou pour toi en disant, bah, j'ai passé énormément d'heures et j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans, beaucoup de jus de cerveau, bah, c'est pas parce que tu as mis beaucoup d'efforts que tu dois rester là-dessus, quoi. Et tu apprendras justement pour la prochaine fois. Et tu feras peut-être moins d'erreurs après, et tu vas aller plus vite. Mais il faut accepter ça. Il faut aussi beaucoup expliquer cette façon de travailler. Il faut être très pédagogue aussi que les gens qu'on travaille. Les commerciaux, le patron, le manager, etc. Il faut vraiment lui expliquer, voilà ce qu'on va faire, voilà les étapes, les obstacles qu'on risque d'avoir, et on va essayer de les gérer de cette façon. Si tu es très pédagogue là-dessus, alors ça s'apprend, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, mais si tu es très pédagogue sur cette façon de faire, derrière, ça va rouler, quoi. Yes. Mais ouais, c'est un sacré enjeu quand même d'être à la fois hyper bon sur le spécifique, tu vois, identifier le petit élément à tweaker qui va peut-être avoir énormément d'impact, et en même temps dézoomer, avoir cette vision de macro. Et ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde, et c'est pour ça que tu parles, toi, de cette expression de marketeur full stack. On parle, tu vois, d'habitude plutôt de développeur full stack, tu vois, qui comprend le front-end, back-end. Je suis pas du tout dev, je connais pas, mais ce truc de, tu vois, être plutôt bon partout. Et en marketing, je pense qu'effectivement, c'est essentiel, quoi. Non, en fait, il faut que tu développes comment dire, il faut que tu t'améliores sur là où tu es bon déjà. Il faut que tu explores de nouvelles choses aussi pour mieux comprendre un peu chaque élément. Moi, chaque année, par exemple, j'essaie d'apprendre un canal d'acquisition, quoi. Je fais des tests sur un truc. Tu vois, il y a quelques années, j'ai fait le SEO. Après, là, j'ai fait plus de la pub sur Google, ce genre de choses. C'est des choses que je maîtrise pas encore très bien. Par contre, sur la pub méta ou sur le contenu YouTube, ça, c'est des choses que je maîtrise très bien, tu vois, là-dessus, ou même la gestion des tunnels ou ce genre de choses. C'est des choses que je commence vraiment bien à très très bien maîtriser. Par contre, ouais, tu me mets sur de la publicité Google ou sur du référencement. Ouais, j'ai des bases. Je comprends à peu près globalement les enjeux, ce qu'il faut faire, mais voilà, je suis pas le meilleur dessus, quoi, clairement. Mais bon, c'est comme ça que tu apprends aussi. Et puis c'est comme ça que tu développes. En fait, tu as une sorte de culture générale du marketeur à développer. Et ça, je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer. Ça fait vraiment ta force à long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous vous intéressez au métier de marketeur full stack, cliquez sur le premier lien en description de la vidéo pour le découvrir ce métier. Et si vous êtes une entreprise à la recherche d'un marketeur full stack, le deuxième lien en description vous permettra de rentrer en contact avec nous et on vous présentera du monde.